Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Shalom. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis sorti un peu tôt aujourd'hui pour faire cette conférence. J'ai 2 conférences à faire aujourd'hui. C'est la première que je fais. La première, parce que je suis agréablement surpris. Très surpris. Je suis heureux. Je suis un homme vraiment comblé ce matin pour venir faire cette conférence. Parce que quand vous faites quelque chose pour le public et puis vous avez le retour positivement, cela fait plaisir. D'abord, ma famille, je suis très content aujourd'hui dans ma propre famille. Mon fils vient d'être gradué pour aller à l'université. Un brillant garçon qui a eu beaucoup de awards, des récompenses. Ma maison est pleine de récompenses. Je ne vais pas parler de ça, mais vraiment je suis heureux. Voilà, je suis un homme heureux. Et agréablement surpris maintenant par mes parents à moi. Parce que mon combat, au départ, je recevais beaucoup de menaces. Dans ma propre famille, jusqu'à présent, la famille Samake ne m'accepte pas, je les comprends. Ils ont peur. Il y a beaucoup d'ado-moutons là-dedans. Mon propre fils ado-mouton, je l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Il est ado-mouton, il est plus que ado-mouton, mon propre fils, mon premier fils. Et il est fier. Et je l'accepte. Je pense que pour lui, ce n'est pas un lavage de cerveau. Il m'a toujours expliqué que le jour que les FRC ou bien les gens de la rébellion sont rentrés à Yopougon, il était à Ouassakra. Ça lui a sauvé la vie. Lui et beaucoup de ses amis, d'autres sont morts, mais vraiment il dit que ça leur a sauvé la vie. Et je comprends. Et je l'accepte. C'est tout à fait normal. Donc je disais que je suis surpris parce que j'ai reçu beaucoup d'appels ces derniers jours. J'ai jamais publié mon numéro, mais ceux qui m'appellent, c'est les gens du RD qui me connaissent, les gens du Nord. J'ai reçu quelques appels de ma ville natale, réellement, qui est ici, d'Abidjan, de beaucoup de nordistes qui m'ont dit que sincèrement, ils se retrouvent dans ce que je suis en train de faire, dans ce que je suis en train de dire, et de continuer. En off, on me parle. Mais on ne peut pas me parler directement en live. Et puis, donc, ils sont surpris, ils sont très heureux. Ils sont très contents. Et ça me va droit au cœur. Et aujourd'hui, je suis content de continuer. Et je le fais maintenant avec cœur. Ma conviction s'est réaffirmée. Je suis dans un bon combat, dans une bonne logique. Et ce combat, nous allons le mener jusqu'au terme. La Cour des droits de l'homme, la Cour africaine, s'entend, est en train de se contredire. La Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, de l'Union africaine, se contredisent tous les deux. Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas parler de ça parce que il faut être ignorant, néophyte. Il faut être totalement ignorant pour savoir que même un ministre réellement ne peut pas être jugé par des cours correctionnels
par des petits juges. Et c'est Gbagbo qui se fait juger en Côte d'Ivoire par des juges anonymes, des juges incompétents, même pas des petits juges, des gens qui sont totalement ignorants, qui ne connaissent même pas le droit. Et c'est eux qui vont juger Gbagbo. Je n'ai jamais parlé de... Je ne voulais pas rentrer dans ça parce que c'est se rabaisser en fait que Gbagbo a été jugé. Par qui? Et en fonction de quoi? J'ai souvent parlé de quoi? Si on dit que Gbagbo a cassé la BCEAO, qui a cassé les BCEAO de Mans, de Korogo et des autres villes? On le connaît. Et les gens n'en ont jamais fait un problème. Et c'est le grand Gbagbo qui est jugé. Les juges ivoiriens, il y a des vrais juges parmi vous. Il y a des vrais intellectuels parmi vous. Mais aujourd'hui, dans votre rang, c'est la médiocrité. Vous êtes très médiocre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les juges ivoiriens sont très médiocres aujourd'hui. Des juges nuls. Des petits juges, et ils n'ont pas honte. Shame on you guys. Shame on you guys. Shame on you guys. Et ils n'ont pas honte, ces gars-là, ces femmes-là. À cause de quoi? Des petits prébendes qu'on vous distribue, des petits trucs qu'on vous distribue. Vous n'êtes pas capable de dire non. Vous n'êtes pas capable. Des intellectuels comme vous, c'est pas possible. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu sincèrement parler des petits juges de Côte d'Ivoire, des juges nullards de Côte d'Ivoire. C'est pas des juges. À Isia, où je suis né, je ne sais pas maintenant s'il y a une justice à Isia, enfin s'il y a des juges qui sont là-bas, je ne sais pas, mais il n'y avait pas de juges à Isia. La justice était à la gendarmerie qui pouvait envoyer à Daloa. Mais tous les problèmes se réglaient par des juges ancestraux, dont mon père faisait partie. Nous sommes nés, on a grandi. Notre père passait toutes ses journées à régler des litiges. C'était des juges. Et dans le bon sens. Il n'y a jamais de problème à Isia. Tous ceux qui viennent d'Isia vont le témoigner. Tous les anciens, sans exception. Mon père était une sommité dans ce domaine à Isia. Il y avait le chef de village, Vassrik Ishila, le grand chef de village, mais c'était chez mon père que toute la justice se faisait. À telle enseigne que les bêtés, les autochtones, quand ils ont de sérieux problèmes, ils venaient chez mon père. Et c'est mon père qui tranchait tout. Les villages environnants, c'est mon père qui tranchait. Biche m'a tapé, pour ceux qui le connaissent. Son père, les tapés, c'était des grands terriens. Quand ça n'allait pas, c'est chez mon père qu'il envoyait les bêtis. Et chaque vendredi que Dieu faisait, c'était jour de marché à Isia. Chez nous, c'était comme la fête. Nos mamans devaient préparer beaucoup de taux. Si c'était du riz, une quantité énorme de riz. Pour les gens qui viennent, pour les litiges, et les bêtés qui viennent
comme Jean Ourega. Il y a des noms que j'ai. Le vendredi, et tous venaient et ils mangeaient chez nous. Et ils trouvaient gîte chez nous, souvent le jeudi. Ça, c'était des juges. Mais aujourd'hui, ceux qui ont jugé le président Gbagbo, ce n'est pas des juges. Et ils doivent avoir honte quand même. Et c'est pas quand ils vont à la maison, s'ils peuvent se mirer, ils peuvent se regarder dans un miroir. C'est vous qui allez juger Gbagbo? Il y a une cour spéciale pour les présidents, pour les ministres. Ils ont fait le droit, ils ne savent pas le droit, ils ne connaissent pas le droit. S'ils savaient le droit, ils devaient se désister. Mais, parce qu'ils veulent la gloire, se taper la poitrine un jour que c'est moi, ou bien c'est nous qui avons jugé Gbagbo. Écoutez, honte à vous. Honte à vous. Les décisions que le président Alassane a jugées de nulles et de non-effet, c'était des grands jugements qui venaient des cours africaines des droits de l'homme, de la CEDEAO. Alassane les a rejetés. Et vous voulez aujourd'hui que Gbagbo, Soro, Thiam et tout le monde accepte les décisions qui viennent de ces mêmes cours, qui se contredisent aujourd'hui. Hier, ils ont fait leur jugement. Alassane a dit non. Par peur de l'empereur Alassane, ils se sont ravisés et ils ont pris une décision contraire à leurs propres convictions. Et vous voulez aujourd'hui que la Côte d'Ivoire accepte. Restez en dehors des problèmes ivoiriens. Vous ne pouvez pas le résoudre, restez en dehors. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire, on va le résoudre. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Blaise a fui le Burkina, il n'y a pas eu de guerre là-bas. Alassane ira. Il s'en ira. Ce que je crains, c'est l'humiliation dans laquelle il va partir. Parce qu'elle sera cruelle. Elle sera sans appel. À moins qu'ils n'entendent les cris de cœur que nous lui lançons à sa famille, à ses proches et à lui-même qui n'a pas d'oreille. Je veux 5 ans pour transformer la Côte d'Ivoire. Le grand Gbagbo, le baobab Gbagbo. Le grand Gbagbo avec un grand H pour éviter, comme je l'ai dit dans ma conférence d'hier, que la Côte d'Ivoire ne devienne un Rwanda, t'a permis et à éviter que la Côte d'Ivoire ne disparaisse. Ça, c'est Gbagbo qui l'a fait. Tous les Ivoiriens le savent. C'est Gbagbo qui l'a fait. Et Bédié, un disciple d'Houphouët-Boigny, d'homme de paix, bien qu'il pouvait se présenter contre Alassane en 2015, pour éviter, parce qu'il savait qui était ce monsieur, pour éviter une confrontation, a fait un deal avec lui en 2020. Et le deal est venu d'Alassane. Soutiens-moi et en 2020, c'est ton tour. Le pauvre Bédié, le naïf Bédié l'a accepté de bon cœur. Non seulement il a été trahi, mais Alassane l'a humilié en envoyant ses sbires jusque dans sa chambre à coucher. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Je ne fais que vous parler de ça aujourd'hui.
C'est la qualité d'Alassane. Ce n'est pas une injure. Je ne vais pas rentrer dans les injures avec le président Alassane. C'est mon président. C'est mon neveu. Mais quelle ingratitude. Et Bédi lui a permis d'avoir les 10 ans et il l'a eu. Le naïf, le feu naïf, Gon Coulibaly qui a cru en la bonne foi d'Alassane. Lui, il va précéder Bédi. Je me rappelle quand il est venu après l'opération de cœur ouvert qu'il a subie à l'aéroport, Alassane était là, Dominique est là, et quand il parlait, c'était pitoyable, c'était pathétique. Je me rappelle, et ce jour je l'ai dit à ma femme, je dis, ce monsieur, il est en train d'amender Alassane. À ne pas qu'il change d'avis après. À l'aéroport, il a dit quoi? Il a félicité le président et il s'est tourné vers Dominique. Il dit, Dominique, c'est grâce à vous que je suis en vie aujourd'hui. Si je suis en vie, c'est grâce à vous. C'était pathétique. Laissez-moi cette vie. Il a imploré. C'était sa manière. Pour ceux qui... C'était à l'aéroport. Pour ceux qui se rappellent, ou bien allez-y révisionner ça et vous verrez que c'était un cri de cœur que ce monsieur lançait à Alassane. Laissez-moi en vie. Vous m'avez permis d'être en vie aujourd'hui. L'opération qu'il a subie, il a dit. Il a été reconnaissant envers le couple Alassane. Mais Alassane avait son plan B. Parce qu'en aucun cas, personne n'allait se représenter. Et c'est pourquoi, suivez-moi, il a fait changer de constitution, il a créé la nouvelle constitution ADO. Parce que c'est une constitution qu'on doit nommer ADO. Où il a parlé du 3e, du 4e République. Vous croyez quelqu'un qui ne veut pas se représenter, changer, toucher à la constitution? Non. Alassane voulait toucher à la constitution. Aujourd'hui, les gens savent qui est Alassane. Il n'a jamais respecté la parole donnée. Et il a fait sauter Gon Coulibaly. Et je vous le dis, Gon, pour les jeunes cyberactivistes, comme l'excellent Johnny Pacheco, comme les Assous, ils étaient nombreux que Gon a contacté lui-même. Et Gon, ils savent, chacun sait ce que Gon lui a dit. Et je crois qu'un jour ils vont parler. Je le dis parce qu'il y a une dame qui est au Canada, qui, je ne connais pas son nom, mais une très 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 belle dame. Quand elle fait ses conférences, le plus souvent, elle fait avec beaucoup d'images d'animaux. Elle parle des animaux pour se faire comprendre, comme dans les contes. Nous avons été bercés par les contes d'animaux. Et cette dame-là a parlé, elle a pleuré, que ce que Gon lui a dit qu'il allait faire, elle avait arrêté toute attaque, elle a tout arrêté, parce que Gon lui a permis une autre Côte d'Ivoire, une autre manière de gérer. Et je vous le dis aujourd'hui, les parents de Gon sont là. Sa femme est là. Je ne sais pas si sa maman vit toujours. Entre parenthèses, sa maman a fait mes et pieds un moment pour voir Alassane, elle n'a pas pu.
Aujourd'hui, les parents de Gon sont relégués. Aucun ne parle d'eux. Et cette dame a dit que Gon Coulibaly lui a dit de faire confiance et que ça allait changer. Et Alassane l'a piétiné. Il a fait son 3e mandat. Et aujourd'hui, il menace son propre parti. Quiconque va s'aventurer à se présenter comme candidat indépendant, il en aura pour son compte. Donc, faites très attention. Le président Alassane n'est pas un homme de parole. Il a toujours trahi ses paroles. Il a toujours trahi la parole donnée. Aujourd'hui, regardez l'entourage d'Alassane aujourd'hui, ça lui ressemble un peu. Parce que son entourage est fait de minables, de médiocres. Si on n'est pas médiocre, on ne peut pas se dédire. Il faut être médiocre en Bakongo pour se médire, Bakongo, ce n'est pas un grand intellectuel, c'est comme les petits juges là. C'est un médiocre qui a dit sur des plateaux de télé, Alassane ne va plus se représenter. Il n'a pas changé la constitution pour ceci, cela. Et pour finir, il vient à la télé, un intellectuel. Je suis mouton pien. J'ai honte pour lui. Shame on him. Donc je reviens au cours des droits de l'homme, de la CEDEAO, de l'Union africaine. Vous voyez, on ne peut pas les prendre au sérieux. Moi, personnellement, je ne les prends pas au sérieux. Une organisation de 54 États, suivez ce que je vais vous dire, 54 États africains, avec toutes les richesses que nous avons, le siège des Africains ont été incapables de se construire un siège. C'est la Chine qui a fait don de ce siège. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. L'Union africaine, l'Union européenne, c'est eux qui payent les fonctionnaires. La corruption, tout ce que nos États cotisent, c'est la corruption. Ça disparaît. Même les papiers avec lesquels ils travaillent à l'Union africaine, c'est les Européens qui les leur offrent. Ils ne sont pas indépendants. Et c'est ces gars-là que nous, on doit suivre. De même pour la CEDEAO. Combien d'États, avec la Côte d'Ivoire en tête, le Nigeria en tête, et c'est la France qui finance. C'est pitoyable quand je vois Tinubu à Paris. Pourquoi? Pourquoi faire? Le grand Alassane, chaque mois, doit aller se faire soigner à Paris. Pendant 20 ans, Alassane n'a pas pu construire un seul hôpital pour se faire soigner en Côte d'Ivoire. C'est aberrant. Au XXIe siècle. Et c'est ce que Trump leur a dit. Il est en train de faire tout cela pour conscientiser les Africains. Il leur interdit aujourd'hui à eux, à leurs enfants, de venir étudier aux États-Unis. Shame on them. Ils n'ont pas honte de cela.
qu'un chef d'État puisse les interdire aujourd'hui et qu'il leur dit vous volez l'argent de l'Afrique. Aucun chef d'État africain ni leur progéniture ne pourra venir se faire soigner aux États-Unis. Trump a pris cette décision. Ils n'ont pas honte. Mais Alassane devrait avoir honte. Après avoir dirigé le FMI, après tous les pays qu'il a dit qu'il dirigeait, la richesse énorme qu'il prétendait avoir. Je me rappelle, avant l'avènement d'Alassane, on nous a dit qu'Alassane avait des bateaux. C'est aujourd'hui que j'en parle. C'est des choses... D'abord, je ne croyais pas. Les avions de ligne, et il n'a jamais démenti parce que c'est lui-même qui faisait courir ces rumeurs. Et quelqu'un qui a tout ça, est-ce qu'il a besoin de toucher à l'argent de la Côte d'Ivoire? Prenons seulement le budget de souveraineté. Combien de milliards? Qu'est-ce qu'on en fait depuis 15 ans, près de 20 ans? Où ça rentre? Qu'est-ce qu'Alassane en fait? Goïta, au Mali, n'a jamais, depuis qu'il est venu, ça fait 3 ans, 4 ans, l'argent de souveraineté, Goïta prend aujourd'hui pour construire des forages, pour faire des forages, pour construire des puits, pour donner de l'eau potable aux Maliens à Bamako et à l'intérieur. Construire des écoles. Voilà ce que Goïta fait aujourd'hui du Fonds de souveraineté. Tiani n'en a pas besoin. Je ne sais même pas, je ne crois pas qu'il y en ait chez Tiani. Ibrahim, la même chose. En 2 ans, regardez l'évolution de ces 3 pays. Et en 15 ans, 20 ans, regardez l'évolution de la Côte d'Ivoire. À part les routes, quelques routes d'ailleurs, et des routes même qui se détériorent très rapidement, à part ces routes, en 15 ans, 20 ans, citez-moi un grand projet réalisé par le docteur Alassane. Je n'en connais pas. Mais je prends le cas du Burkina. Les molles, c'est les Libanais qui l'ont fait. Alassane est venu trouver les molles en Côte d'Ivoire. Mais le Burkina est en train de construire 2 grands molles aujourd'hui. Tous les molles de Côte d'Ivoire réunis. Ouaga Mall est plus grand que tout ça. Et avec toutes les commodités, des hôtels, tout. Je prends ce cas. Ibrahim a fait la géologie. Il n'a pas fait d'études financières. Il n'a pas fait d'études économiques. Mais voilà ce qu'il est en train de réaliser. Et sans aide, sans aucune aide, la Côte d'Ivoire a besoin d'aide. C'est pourquoi je m'insurge aujourd'hui contre le pouvoir en place. Blaise a fait ce qu'il peut au Burkina. Mais en 2 ans, Ibrahim est en train de construire un aéroport qui est à 86% terminé et que l'aéroport Félix Houphouët-Boigny ne peut pas se comparer. C'est moi qui vous le dis. J'ai vu les maquettes, j'ai vu le chantier. Un aéroport de référence, il est en train d'en faire aussi à Bobo-Dioulasso. Un aéroport international aussi à Bobo. Ouaga à 86% dans un. En combien d'années ce petit est en train de faire ça? Ouaga a changé de visage. Il veut faire Abidjan Yamoussoukro,
Nous avons fait 20 ans pour faire l'autoroute. Mais Ibrahim est en train de faire une autoroute qui va finir dans 2 ans, même pas 3 ans, entre Bobo et Ouaga, les 2 grandes villes. C'est des comparaisons. Acceptez aujourd'hui qu'on compare. Hier, les Ivoiriens se sont toujours comparés aux pays qui nous entourent. Hein. Et les pays qui nous entouraient nous enviaient. D'où la jalousie. Les ressortissants de ces pays ont été beaucoup jaloux. Ils ont dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. C'est la jalousie. Mais aujourd'hui, c'est nous, Ivoiriens, qui allons être jaloux de ces pays-là dans peu de temps. Et je vous le dis, 5 ans, 10 ans maximum, les Blancs vont faire la queue leu pour avoir le visa pour entrer au Burkina, au Niger et au Mali. Et aussi en Côte d'Ivoire, parce que nous allons rejoindre ces pays-là. Ceux qui rejoindront l'AES auront la prospérité dans quelques années. Et ceux qui ne le feront pas, ils resteront pauvres, ils vont s'appauvrir. J'ai peur pour la Guinée. Avec toutes les richesses de Guinée, j'ai peur pour la Guinée. J'ai peur pour le Togo, où le jeune fort veut s'éterniser au pouvoir. Je n'ai pas peur pour le Bénin, parce que le Bénin va rejoindre bientôt l'AES. Avec qui, je ne sais pas. Mais le Bénin va beaucoup rejoindre l'AES très 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 bientôt, comme la Côte d'Ivoire. Le Ghana est prêt aujourd'hui à faire beaucoup avec les pays de l'AES. Et ça a commencé. J'ai parlé de l'échec d'Alassane dans beaucoup de domaines. Quand Dramani est allé à Abidjan et que devant le monde entier, Alassane l'a chargé d'aller voir Goïta Ibrahim Etiani, il a dit oui. Mais quand il a quitté, nous savons la suite. Il a fait des visites dans ces pays et on a vu ce qu'il est venu dire, ce qu'il est venu faire. Tout ça, ça doit montrer au grand Alassane que son temps est fini, son temps est révolu. Il a fait son temps, il a fait ce qu'il peut. Il doit pouvoir partir dans la paix. Il ne faut pas nous créer des problèmes avant de partir à Alassane. Il faut l'éviter. C'est toujours mon conseil. Tu as toujours le temps. Tu as toujours... Et puis c'est bizarre que Dieu aime ce monsieur. Mais lui n'aime pas Dieu. C'est ça en fait. Dieu aime beaucoup Alassane, mais Alassane n'aime pas Dieu. Si Alassane aimait Dieu, Alassane aurait changé. Il aurait compris. Mais je crains pour lui. Vous savez, quand on amasse autant d'argent en fait, pas loyalement, cet argent, tu n'en profites pas. J'aime comparer Alassane à Mobutu. Mobutu n'a pas joué de son argent, de ses milliards. Et personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce que ces milliards sont devenus. Les bongos, c'est la même chose. C'est dilapidé, personne ne sait. Moi, je vous ai dit, j'ai vu une maison ici, dans les années 90, qui appartient à Oufoué. Et dans le quartier le plus cher de New York, à East Side, à l'est.
de New York, Manhattan. Le monsieur me l'a montré. Je conduisais le taxi qu'on appelait taxi sauvage Gypsy. Et quand je lui ai dit que je venais de Côte d'Ivoire, il allait me montrer l'appartement d'Ofoué, scellé. Et ça existe, ça est toujours là. Personne n'y dort. C'est bien entretenu. Je ne sais pas qui paye. Mais voilà, Ofoué, son immense argent, son immense héritage, où c'est passé, personne ne le sait. C'est la même chose pour le gouvernement d'Alassane. Quand il y a aujourd'hui milliardaire, Bakongo est milliardaire, Patrick Haché est milliardaire. Il y a beaucoup de gens autour d'Alassane, ils sont multimilliardaires aujourd'hui. On cite leur nom. Mais comment vont-ils le dépenser, ces milliards? Où ils vont le dépenser? Et comment? Je trouve ça quand même malheureux. C'est très malheureux. Je n'ai pas envie d'insulter. C'est malheureux, quoi. D'avoir autant d'argent et de ne pas en profiter. Président Alassane, il faut savoir partir. Ce que je dis aujourd'hui, les gens vont ressortir ces conférences. Ça me l'a dit. Mais il a encore temps. Dieu t'aime beaucoup, comme je l'ai dit, parce que Dieu a rarement donné autant de chance à un dictateur de partir. Et tu es un vrai dictateur, Alassane. Tu es très ingrat. Tous ceux qui t'ont fait du bien, tu leur as fait du mal, sans exception. Et moi, c'est mon problème avec toi. Soro aujourd'hui est en exil à Alassane. Et tu trouves ça normal. Et tes partisans trouvent ça normal. Et tu as des gens qui arrivent à justifier ça. Que Soro soit en exil aujourd'hui. J'ai vu une séquence d'une vidéo de Soro. Et ça m'a donné... J'ai eu des larmes. Il a dit quoi? Le matin, à 6h du matin, sur RFI, j'insulte Gbagbo, qui roule les gens dans la farine. Il est boulanger. Et à 10h, je dois avoir une rencontre avec lui. Je dois faire un conseil de ministres avec lui. Qu'est-ce que Gbagbo va me faire aujourd'hui? Avec quel jeu va me regarder? Qu'est-ce qu'il va me faire? Mais Gbagbo vient. Guillaume, comment ça va? Guillaume, bon, ok, on passe aux choses sérieuses. Ça, c'est un grand homme, Gbagbo. Yeah. Mais il a dit quoi? Mais si j'en disais autant pour Alassane, c'est qu'il ne serait plus en vie. Et ça, c'est la vérité. Soro l'a dit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce que la rébellion n'a pas reproché au président Gbagbo? Mais Gbagbo n'a pas touché un seul cheveu de tous ceux qui l'ont traîné dans la boue. Au contraire, il leur a permis d'amasser de l'argent. Il leur a permis d'avoir la gloire, d'avoir tout ce qu'ils veulent. C'est ça un grand homme. C'est comme Mandela, qui à sa sortie de prison a invité un de ses geôliers, de ses anciens gardiens,
le plus farouche à un déjeuner, à aller manger. Et il lui a permis de se sentir homme. Il ne l'a pas diminué. Il ne l'a pas humilié. Il a des mal à faire avec celui qui a tiré sur lui. Il l'a renvoyé de la gendarmerie et après il l'a repris. Et il a invité ce monsieur et sa famille à manger. Ça, c'est les grands hommes. Mais moi, avant qu'Alassane ne soit président, quelqu'un a dit qu'il allait m'égorger parce que je voulais poser des questions à Alassane. Vous voyez la différence entre les grands hommes? Maintenant, Alassane est arrivé au pouvoir. Alassane devrait changer. Il devrait changer la donne, sa manière de faire. Il devait faire de telle sorte que les Ivoiriens soient réconciliés. Dieu a tout donné à ce monsieur-là. Dieu a permis à ce monsieur que la Côte d'Ivoire se retrouve, se réconcilie, où il fait bon vivre, où tout le monde s'aime, s'embrasse. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des minables comme un certain Arthur Banga, des minables comme Adjoumani, des minables comme Touré Mamadou, des incultes minables comme Kandia. Aujourd'hui, c'est eux qui font la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Et au lieu de la fermer, au lieu de chercher à bien parler, c'est ceux-là aujourd'hui qui parlent très mal, qui menacent les gens, qui insultent Gbagbo. C'est ce que je ne leur pardonne pas en fait. Qui insultent Thiam. Je l'ai dit, je n'ai jamais porté Thiam dans mon cœur. Parce que j'ai toujours pensé que Thiam, c'est le candidat de l'Europe, des Français, de l'Occident. Mais toujours est-il que Thiam, c'est un Ivoirien. Et ceux-là insultent Thiam aujourd'hui. Ceux-là insultent Soro Guillaume aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ceux-là faisaient la queue pour saluer Soro Guillaume. Et aujourd'hui, tous ils insultent Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Un pays de minables, de médiocres. Des juges médiocres, des dirigeants médiocres, des partisans médiocres, ignorants, analphabètes. C'est déplorable. Et les juges de la CEDEAO et de l'Union africaine qui sont plus minables encore que ceux de la Côte d'Ivoire. Mais ceux-là, ils en auront pour leur compte un jour. Si j'étais Gbagbo ou bien celui qui va venir au pouvoir, il faut sortir de la CEDEAO, il faut sortir de l'Union africaine. Parce que ce n'est pas des organismes indépendants. Nous cotisons pour rien. Le peuple ivoirien envoie son argent là-bas pour rien.
Yeah. Yeah. Pour rien. Donc, c'est pas eux qui vont parler du président Gbagbo, du président Thiam, du président Soro. J'aimerais qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent la Côte d'Ivoire tranquille sur là. Comme on le dit, qu'ils nous voient louper, voilà, qu'ils nous laissent régler nos problèmes et qui seront résolus très 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 bientôt. D'une manière pacifique. Pour l'écrasante majorité des Ivoiriens, ça sera d'une manière très 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 pacifique. Ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Ceux qui ont des oreilles pour écouter, écoutent. Ceux qui ont des narines pour l'odorat, l'auront. Et ainsi va le monde. Ainsi va la Côte d'Ivoire. Nous prions. Nous prions le bon Dieu. Nous prions le bon Dieu qui préserve la Côte d'Ivoire. Qu'il fasse en sorte que Alassane et sa bande, sa clique, s'en aillent dans une paix, dans l'honneur, même s'ils n'ont plus d'honneur à préserver, mais qu'ils s'en aillent dans l'honneur qu'eux-mêmes se donnent. Sincèrement, c'est la prière que nous formulons. God bless Ivory Coast. God bless Ivory Coast. God bless Ivory Coast. Trop, c'est trop. Enough, it is enough.